Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce décryptage consacré à un véritable mystère de pierre et de lumière, la majestueuse cathédrale Saint-Étienne de Metz. C'est un édifice monumental, vraiment hors norme, qui bouscule pas mal de codes. On va essayer de comprendre ensemble comment et surtout pourquoi elle a pris cette forme si particulière en fouillant un peu dans son passé. Pour vraiment saisir la dimension de ce monument, on va commencer par un chiffre qui donne tout simplement le vertige. 6496 mètres carrés. C'est la surface totale de ces vitraux. Pour vous donner une petite idée, c'est presque la taille d'un terrain de football. La cathédrale de Chartres, pourtant super connue dans le monde entier pour ses verrières, n'en compte que 2600. Autant dire que Metz écrase la concurrence et s'impose comme l'un des édifices les plus vitrés de tout le monde chrétien. Et forcément, tout ce verre, ça laisse entrer une lumière absolument dingue à l'intérieur. Surtout que cette lumière vient rebondir sur une roche très spéciale au ton doré, la fameuse pierre de Joumont. Ce combo magique, cette pierre lumineuse associée à des murs qui sont littéralement faits de lumière, des fondations jusqu'aux voûtes, lui a valu un surnom que je trouve génial, et franchement amplement mérité, la lanterne du bon Dieu. Mais voilà, il y a un truc qui cloche, ou du moins qui intrigue tout de suite quand on l'observe de l'extérieur. Pensez aux cathédrales gothiques classiques. Normalement, on a une belle façade ouest, bien symétrique, 3 portails, une grande rosace et 2 grandes tours jumelles, pas vrai ? Eh bien à Metz, pas du tout. Son entrée principale s'est très longtemps faite par le côté sud, et ces tours ne bordent pas la façade, elles sont carrément plantées au milieu de la nef. Alors que s'est-il passé pour qu'on se retrouve avec un plan aussi singulier ? Partie 1. L'histoire de 2 églises. Pour piger ce casse-tête architectural, il faut remonter un peu dans le temps, direction le XIIIe siècle. Vers 1220, l'évêque Conrad de Scharfenberg décide de lancer la construction d'une grande cathédrale gothique. Le souci, la place était déjà prise. Il y avait la cathédrale ottonienne préexistante et, collée juste à côté, l'église romane de Notre-Dame-la-Ronde. L'idée de génie de l'époque, un vrai petit hack architectural, ça a été de ne pas tout raser. Ils ont fait le choix de fusionner ces 2 bâtiments, qui d'ailleurs n'étaient même pas sur le même axe, pour en faire un seul vaisseau gothique gigantesque. En fait, les 2 tours asymétriques qu'on voit aujourd'hui marquent exactement la zone de jonction entre ces 2 anciennes églises. Partie 2, 3 siècles de construction. Forcément, imbriquer 2 mastodontes de pierre pour n'en faire qu'un, ce n'est pas le genre de projet qu'on boucle en 5 ans. Le chantier va s'étaler sur plus de 300 ans. Ça démarre en 1220, puis il y a des pauses à n'en plus finir à cause du manque de budget et des galères politiques de l'époque. Le chœur et le transept ne sont achevés qu'au milieu du XVIe siècle. Mais le plus fascinant là-dedans, c'est l'incroyable cohérence visuelle de l'ensemble. Les architectes qui se sont succédés ont vraiment joué le jeu en respectant à la lettre le style gothique initial. On n'y voit presque que du feu. Et le clou du spectacle, c'est cette mesure. 41,41 mètres, c'est la hauteur sous voûte, un véritable chef-d'œuvre signé par l'architecte Pierre Perrat. Concrètement, c'est la 3e nef la plus haute de France, juste derrière Amiens et Beauvais. Les bâtisseurs voulaient étirer le regard vers les cieux, et ça marche. Les colonnes sont ultra épurées, débarrassées de toute décoration superflue, pour que l'œil grimpe vers le haut sans la moindre rupture. Partie 3. Des chefs-d'œuvre de vitraux. Allez, on lâche un peu la pierre pour revenir à ce qui remplit ces immenses arcades, l'art de la lumière. La cathédrale de Metz, c'est un véritable musée du vitrail à travers les âges. On y retrouve 7 siècles de création qui cohabitent dans le même espace. Ça va de la sublime verrière d'Hermann von Münster au XIVe siècle, en passant par les œuvres hyper intenses de Valentin Bouche à la Renaissance, pour carrément finir au XXe siècle avec des maîtres contemporains, dont le célébrissime Marc Chagall. C'est juste prodigieux. Partie 4. Dragon et restauration allemande. Bon, l'histoire de ce lieu, ce n'est pas que de la poésie céleste et de l'architecture pure. Il y a aussi une bonne grosse dose de folklore local tapie dans les fondations. Si on descend dans la crypte, on tombe sur une curiosité très messine, l'effigie du Graouli. Selon la légende, ce dragon mythique terrorisait la ville avant de se faire chasser, vers l'an 1000, par le tout premier évêque de Metz, Saint Clément. Aujourd'hui, la bête, dont la tête en bois date tout de même du XVIIIe siècle, repose bien sagement sous nos pieds. Donc on a des légendes dans les entrailles, mais sur la façade extérieure, on parle d'enjeux très réels. Historiquement, la région Alsace-Moselle a beaucoup bougé au gré des conflits, et l'architecture même de la cathédrale est devenue un véritable champ de bataille géopolitique entre la France et le jeune empire allemand. Regardez un peu ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. L'architecte français Jacques-François Blondel vient plaquer cet immense portail de style classique directement sur l'édifice. L'idée de la France à l'époque, c'était de créer une façade principale bien droite et d'harmoniser l'entrée avec les places royales environnantes. Sauf que, il faut bien le dire, ce style super sévère accolé à la dentelle gothique, ça jurait quand même énormément. Ce qui rend cet avant-après d'autant plus fascinant. À la fin du 19e, l'Empire allemand annexe la région. Et là, le message politique passe directement par les travaux. Les autorités allemandes confient le bébé à l'architecte prussien Paul Torneau. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait carrément démolir le portail classique français de Blondel.
À la place, il érige cette nouvelle porte néo-gothique en pierre de Jahoua qu'il termine en 1903. L'objectif était très clair, réaffirmer les racines gothiques et l'ancrage germanique de la cité, avec en prime des sculptures impressionnantes du Jugement dernier. Partie 5, la quête de l'UNESCO. Pour résumer un peu cette incroyable épopée, entre les fusions improbables d'églises, les records de lumière et les batailles de façade, j'adore revenir à cette phrase de l'un de ses premiers architectes, Pierre Perrat. Pour lui, ce monument, c'est l'aboutissement de l'art gothique. Et il a tellement raison. Partir d'une contrainte aussi énorme que 2 édifices désaxés pour finalement bâtir ce chef-d'œuvre unifié à l'élan spirituel vertigineux, c'est tout simplement brillant. Ce qui nous amène à notre question finale. On le sait, c'est de loin le monument le plus visité de Metz. Pourtant, la ville milite encore ardemment aujourd'hui pour décrocher la fameuse inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, est-ce que ce patchwork monumental, avec toute sa beauté asymétrique forgée par des siècles de compromis et d'aléas historiques, finira par obtenir ce label prestigieux ? Je vous laisse y réfléchir, mais franchement, la meilleure façon de se faire un avis, c'est d'aller l'admirer en vrai. Cette immense lanterne dorée vaut vraiment le détour.